il n'y avait pas d'électricité. Et là, on l'a programmé comme cours de rattrapage aujourd'hui à 10 heures. Alors, les signes fonctionnels respiratoires, c'est de la sémiologie. On va la rechercher au cours de l'interrogatoire. On va les rechercher au cours de l'interrogatoire. Sachez qu'en sémiologie, on ne trouve que ce qu'on recherche et on ne recherche que ce qu'on connaît. Ça, quand on a fait notre sémio, on nous a appris cette phrase. C'est-à-dire, on va trouver ce qu'on recherche. Donc, on doit faire une recherche. On va interroger le malade, on va lui poser des questions. Mais on ne va pas poser ces questions comme ça, à tort et à travers. On a des connaissances. On ne trouve que ce qu'on connaît. On a des connaissances, une base sémiologique très importante. Et sachez que les signes fonctionnels respiratoires, ils sont très fréquents en pathologie médicale. C'est-à-dire que la toux, qui ne connaît pas la toux, qui ne connaît pas la gêne respiratoire, qui est la dyspnée. Donc nous, on va faire les plus grands signes respiratoires. On va commencer. Alors, on va commencer. Alors, la toux. La toux, c'est un arc réflexe. C'est un arc réflexe, c'est-à-dire que j'ai un récepteur sensitif qui se trouve à la périphérie, qui va aller vers une voie afférente qui est le nerf pneumogastrique, c'est le 10, c'est le sympathique, ça va monter vers le cerveau. Vers le cerveau, après, le centre de la toux est à côté du centre du vomissement. C'est pour ça qu'il y a des toux parfois qui sont irritisantes. Et après, il y aura la voie efférente et elle va aller vers le diaphragme. C'est les muscles thoraciques. Donc, cette toux, c'est un arc réflexe. C'est quand on a fait l'année dernière l'immunologie, on avait vu qu'il y avait des moyens de défense non spécifiques. C'est-à-dire que la toux, il y a une irritation, il y a des zones qui vont être irritées par un gaz, par un allergène, par un corps étranger, par une tumeur. Et là, ça va déclencher la toux. La toux, c'est un arc réflexe. Alors, on va tousser. Et quand on va tousser, c'est une expiration qui est bruyante. C'est une expiration qui est bruyante et à glotte ouverte. C'est un arc réflexe. D'accord? Si on commence par ça, que la toux est un arc réflexe et c'est un moyen de défense. On ne va pas tousser comme ça spontanément, on est irrité. Mais on peut le faire volontairement. D'accord? Mais c'est surtout un moyen de défense. On a vu que c'était un arc réflexe. On va parler de cette toux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va aspirer profondément. Il y a des contractions des muscles abdominaux qui vont refouler le diaphragme. Ils vont le faire monter et ça va entraîner chez nous la toux. Cette toux-là, il faudrait la discuter. Vous entendez bien? Oui. Parce que parfois, quand on parle, nous, on s'en parle, on a l'impression de nous parler à nous-mêmes. D'accord? Alors, je vais essayer de fermer. Alors, là, c'est la toux. C'est très important, cette toux. Il faut la décrire. Alors, quand on fait un interrogatoire au malade, on n'est pas... Tout le monde connaît la toux. Nos mamans connaissent la toux. Alors, c'est des termes que nos grands-mères utilisent, mais c'est de la description. Finalement, c'est de la description. On va poser la question au malade. Est-ce que quand vous faites un effort, ça apparaît cette toux? Ou bien il y a une substance qui va vous irriter? Ça, c'est des circonstances de survenue. Est-ce que quand vous changez de position, ça apparaît? Est-ce que c'est l'alimentation qui provoque ça? Alors, en posant ces questions-là, je ne vais pas les poser comme ça pour rien. Je les pose parce que dans ma tête, j'ai une arrière-pensée. Si c'est l'effort, je me dis, est-ce que ce n'est pas un œdème aigu du poumon? Si c'est un changement de position, ça va aller vers la pleurésie. Si c'était une inhalation de substances toxiques, c'est-à-dire il y a un peu de réaction inflammatoire. Pour la poussière, c'est de l'allergie. Maintenant, l'alimentation, il faut penser à une fausse route. Donc là, quand je pense à la circonstance de survenue, il faut bien la définir, cette circonstance de survenue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va demander l'horaire. Le fumeur, en général, qui a une bronchite chronique pendant 2 années consécutives, c'est une toux qui est matinale. Donc, les
de bronches, plus les asthmatiques et tous, et les gens qui ont un OAP. Et parfois, cette toux, elle peut survenir à n'importe quel moment. D'accord? Donc, il faudrait que je décrive quand est-ce l'arrivée de cette toux. Sa fréquence, est-ce que c'est quinteuse, elle ne s'arrête pas, ou bien elle est espacée? On s'arrête. Donc là, c'est des secousses espacées, ou bien c'est une toux qui est quinteuse. Aussi, ça, c'est des questions systématiques. La patient présente une toux, je la vois, cette toux, elle ramène avec elle des crachats. C'est-à-dire, elle est productive, ce qu'on appelle l'expectoration. Et si cette toux, elle est productive, je ne dois pas stopper cette toux. Là, on ne va pas aller chez le pharmacien et je ne vais pas lui demander un antitussif. Je dois la respecter. Et si c'est une toux sèche, je la laisse. Je la traite, d'accord, mais là, quand il y a de la sécrétion qui sort, je ne vais pas les bloquer à l'intérieur, puisqu'on a dit que par définition, que la toux est un moyen de défense. Ces sécrétions purulentes, si je vais les laisser à l'intérieur, elles vont favoriser l'infection. Donc une toux grasse, je ne la bloque pas. Au contraire, je vais l'aider à faire sortir ces sécrétions. Maintenant, la tonalité, c'est-à-dire le son. Est-ce que c'est une toux rauque, comme nos grands-mères disaient, china, tout simplement, ou bien c'est une, par exemple, parfois aiguë, parfois grave. Et là, et ça décrit la toux qui a une paralysie d'une corde vocale. La corde vocale ne se ferme pas bien. Après, je vais me poser la question. Est-ce que cette toux, elle est récente, moins de 3 semaines, donc elle est aiguë? Est-ce qu'elle est entre 3 et 2 mois, 8 semaines, elle est subaiguë? Est-ce qu'elle est chronique au-delà de 2 mois? Parce que je ne réfléchis pas de la même manière. Tout ce qui est aigu, il est brutal. On favorise les infections. Tout ce qui est chronique, ça veut dire que c'est une maladie chronique, que le patient porte avec lui sa maladie. Ça veut dire que le patient porte avec lui sa maladie. Et là, ça peut être une tumeur, ça peut être une tuberculose, ça peut être... Donc, c'est des maladies qui prennent du temps pour s'installer. Une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est ça la BPCO. Cette abréviation, c'est la BPCO. C'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, en pneumologie. Maintenant, on va demander, est-ce que cette toux, elle était là et elle a disparu? Et généralement, ça, par exemple, si on a une bronchite aiguë, avant l'épisode de Corona, avant, c'était 7 jours chez un sujet sain, elle vient, fièvre, au début une toux sèche, après elle devient une toux productive, et en 7 jours, le problème est réglé. Elle disparaît, parfois même son traitement spontanément chez un sujet qui est immunocompétent. Et on peut avoir une toux persistante qui ne disparaît pas. Alors là, ça me pose problème. Il faudrait que j'explore cette toux. On peut avoir la toux, on a dit que ce centre respiratoire de la toux est à côté du centre du vomissement. Donc la toux peut être émétisante. On dit émétisante, c'est-à-dire elle s'accompagne de vomissement. Il y a des gens, quand ils toussent, ils vont vomir. Quand on tousse la nuit, on dort mal, on est fatigué, on a une insomnie, on a une nervosité, on devient nerveux, on est fatigué, on a de l'insomnie. Tout ça, on doit le connaître, on doit apprendre à décrire la toux. Maintenant, cette toux, elle peut être, comme on a dit tout à l'heure, monolithore, c'est-à-dire une toux, deux toux, hop, une accalmie, une toux, deux toux, une accalmie. Soit c'est une toux qui est quinteuse, et la toux, quand elle est quinteuse et spasmodique, c'est-à-dire elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Le patient, il a juste le temps. Vous êtes là? Vous savez très bien. Donc, vous comprenez la description de cette toux. C'est très important. Je vous invite c'est-à-dire ça, écoutez, la sémiologie, on l'a à vie. On est médecin, on va décrire la toux à vie. Ça sera notre pratique courante. Maintenant, ça, c'est la toux, c'est le premier symptôme. Le satellite de la toux, qu'est-ce qu'elle peut nous ramener? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle peut nous ramener quoi? Quoi? Pardon? La toux, elle peut nous ramener l'expectoration. 2 minutes. 2 minutes et je reviens.
Alors, on est revenu à nos moutons. Alors, on a dit que la toux, on l'a bien décrite, cette toux. Mais la toux, elle peut ramener avec elle, qu'est-ce qu'elle peut ramener avec elle? L'expectoration. C'est-à-dire, c'est une toux grasse qui va ramener des crachats. C'est une toux qui est grasse qui va ramener des crachats. Donc, c'est des sécrétions qui proviennent de l'appareil du malade, l'appareil respiratoire. Terme expectoré, l'expectoration, ça veut dire expector, ça veut dire ça sort de la poitrine. Il y a des gens, qui vont racler leur gorge. Ils vont ramener des sécrétions, ils vont me dire j'ai des crachats. Mais je vais dire non. Est-ce que la condition qu'il faut pour dire que c'est des crachats, expectoration, il faut qu'il y ait l'effort de tout. Il y a des gens qui ont des salives, il y a des gens qui ont des sécrétions nasales postérieures. Ils vont racler ce qu'il y a dans la gorge et ils vont dire j'ai des crachats. Eh bien non, on va leur dire ces crachats ne sont pas des crachats, c'est des crachats de la sphère ORL haute. Des crachats de la sphère ORL haute, ça veut dire que ce n'est pas une expectoration, ça ne vient pas de l'appareil respiratoire sous-glottique. Nous, on a un tapis mycociliaire. On a un tapis mycociliaire qui fait remonter les crachats. Il fait remonter les crachats vers l'appareil en haut. Quand on dort le soir, tout ce qu'on a comme sécrétion, on va les déglutir. On va les déglutir. Ça va aller dans l'estomac. J'ai mis une petite remarque ici, si vous la voyez bien, parce que vous allez la voir l'année prochaine, Inch'Allah, c'est que parfois, le patient, ce qu'il a raclé le soir, il a ramené de l'appareil respiratoire vers son tube digestif, on met une sonde gastrique et on va chercher les sécrétions le matin. Et on peut trouver ça, le tubage gastrique, c'est rechercher le bacille de corps. Le bacille de corps, on va le rechercher. Normalement, il se trouve dans le poumon, mais la nuit, puisqu'on dort, il a été dégluti chez les gens qui ne crachent pas. Ça, c'est chez les gens qui ne crachent pas. Et on va leur faire cet examen au lieu de faire autre chose. Maintenant, on peut faire l'expectoration. On va ramener au patient un crachoir et on va lui demander de cracher et on va apprécier l'apparence de ces sécrétions et on va leur volume, leur quantité par 24 heures. Quelqu'un qui crache un peu, c'est pas comme quelqu'un qui crache 200 millilitres par 24 heures. D'accord? Donc, on va chercher, on va poser la question, quand est-ce que c'est apparu? À quelle heure c'est apparu? Est-ce que c'est provoqué par un effort ou bien spontané? Est-ce que vous avez l'impression de vous soulager en expectorant ou bien vous avez l'impression de vous étouffer en expectorant? Et ça, c'est questionnaire. On va poser des questions. Après nous, on va la voir, ces crachats. On va les voir. On va les voir. Par exemple, ces crachats, ça peut être des crachats de petite abondance, purulentes. L'aspect peut être purulent. C'est du pu. Ça peut être mucopurulent, c'est jaunâtre. Ça peut être rossomonée mousseuse. Ça signe le rossomonée mousseux. Ça signe l'œdème pulmonaire. Transparente, ça c'est la séreuse. Grisâtre ou blanchâtre, c'est la muqueuse. Et on va dire, est-ce que ça a été ramené par petite quantité ou bien, quand c'est la grande expectoration, on utilise le terme vomique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été rompu, par exemple un abcès dans le poumon, quand il va se rompre dans l'appareil respiratoire, dans les branches, et ben, l'expectoration, elle est volumineuse. Et on parle de vomique. Les crachats, s'ils sont sanglants, si c'est du sang, ça veut dire on rentre dans le cadre d'un autre signe fonctionnel et on va l'appeler hémoptysie. Maintenant, si c'est des crachats avec des petits stries de sang, des petites stries, c'est pas du sang franc, on parle d'hémoptoïque, c'est-à-dire que c'est une expectoration qui ressemble à du sang. Là, on va la prendre en charge comme expectoration. Mais le sang, quand il est rouge et aéré, c'est une hémoptysie. Et on va chercher l'odeur, c'est très important, parce qu'une expectoration peut avoir une odeur fétide. L'odeur fétide, ça signe les germes anaérobies. De toute manière, toute spécialité, quand il y a du pu qui est fétide, le premier germe auquel on pense, c'est les anaérobies. Elle peut ne pas avoir d'odeur, tout simplement. Maintenant, par exemple, il y a la maladie
des dilatations de branches, c'est-à-dire que les branches, ils sont dilatées, donc elles sont altérées, donc ils ne font pas bien leur travail, donc le tapis mucociliaire n'arrive pas à faire son rôle, il ne va pas nettoyer nos branches. Alors, la caractéristique de cette expectoration lors des dilatations des branches, c'est qu'elle est matinale. C'est qu'elle, quand même, à peu près dans les 200 cc. Quand on dit 200 cc, c'est remplir un verre. Et elle sédimente en 4 couches. Elle sédimente en 4 couches. C'est-à-dire, il y a la couche profonde, celle qui est au fond du verre. On a mis le crachoir, le patient, il a craché. Donc, une couche profonde qui est épaisse, jaune verdâtre. Une couche muqueuse, c'est la deuxième, qui est transparente. Mucopurulente, c'est du mucus dans lequel il y a des gouttelettes de pus. Et la quatrième couche, qui est la supérieure, elle est mousseuse et aérée. Maintenant, les crachats courent d'une pneumonie franche-lobaire aiguë. Vous allez voir la pneumonie franche-lobaire aiguë, c'est-à-dire qu'il y a un microbe qui s'est systématisé à un lobe ou un segment dans le poumon. Et M. Laennec, qui est un grand chercheur, il a décrit la maladie elle-même, il a décrit les crachats. Il a dit qu'elles étaient rouillées. La couleur de la rouille, elles étaient rouillées. Et comment on va savoir que c'est une pneumonie? Il y a des signes, c'est de la fièvre, c'est infectieux. On a dit qu'il y avait des bactéries dans le segment pulmonaire ou dans le lobe pulmonaire. Et le patient peut avoir une douleur, il peut avoir cliniquement, je ne sais pas si vous avez fait le cours, vous allez le faire, un syndrome de condensation alvéolaire. Maintenant, l'asthme, quand quelqu'un est asthmatique, eh ben, ses sécrétions, elles sont perlées, elles sont blanchâtres et perlées. Maintenant, caractéristique aussi très importante de l'œdème aigu du poumon, c'est qu'elles sont rossomonées. Rossomonées, c'est très important, rossomonées, elles sont mousseuses, elles sont aérées. Le malade, il va nous dire rose saumonée, comme du rose. Le saumon, c'est un poisson, vous allez voir sa couleur. Et ben, par rapport à lui, on a dit qu'elle était rose saumonée. Et cette expectoration, généralement, le patient est assis, il est gêné, il a une gêne respiratoire. C'est un patient qui est cardiaque en général. Quand vous allez faire la pathologie cardiaque, vous allez voir que l'œdème aigu du poumon est une urgence. C'est l'urgence médicale, c'est une grande urgence médicale. Et qu'on n'a pas le droit de passer à côté. Maintenant, il y a l'atout de l'expectoration. Bien sûr, à chaque fois quand je dis expectoration, ça veut dire qu'il y a une toux qui accompagne cette expectoration. Ça veut dire qu'il y a une toux qui accompagne cette expectoration. Donc, la bronchite chronique, c'est une toux avec expectoration. C'est quelqu'un qui fume et qui va le matin, déjà les fumeurs, si vous avez des fumeurs dans l'entourage, vous allez voir que le matin, quand ils se lavent le visage, ils ont tendance à tousser et cracher. C'est la toilette du matin. Ça veut, pour dire qu'il y a une bronchite, il faudrait que le patient crache au moins 3 mois par an pendant 2 années consécutives. Ça veut dire qu'on est rentré dans la chronicité. C'est pour cela qu'on dit une bronchite chronique, par opposition à la bronchite aiguë dont on a parlé tout à l'heure, qui ne dure à peu près que 7 jours. Mais la chronicité, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est un patient qui est fumeur, qui a altéré son appareil respiratoire. Alors, si on rentre toujours dans la vomique, c'est une petite partie de l'expectoration. C'est une expectoration, certes, mais elle est massive, importante. Supposons que j'ai un grand abcès de 10 cm dans mon appareil pulmonaire, dans mon poumon. J'ai un abcès dans mon poumon. On va l'expectorer, cet abcès, et soit on va le vider brutalement. Et le patient, il va nous ramener deux grands verres possibles, ou bien il va les fractionner. Mais c'est très rapproché. Sur 24 heures, si on va faire le volume, on va trouver que c'est volumineux. Et puisque c'est une expectoration, eh ben, on va voir l'aspect aussi. Maintenant, si c'est purulent, on sait c'est en faveur de l'infectieux bactérien. Maintenant, si c'est de l'eau de roche, ça veut dire que c'est comme de l'eau et c'est transparent. Il faut penser au kyste édatique. Et l'Algérie est un pays où il y a le kyste édatique. On est un pays d'endémie. Donc, l'eau de roche, quand c'est transparent, quand quelqu'un nous fait une vomique
Comme ça, il va, parce qu'il y a un kyste hydatique. Le kyste hydatique, on entend parler au cours de l'Aïd el-Kibir. On parle, attention, la contamination par le chien, attention aux moutons, il faut enterrer les abats sous terre. Donc, quand on parle d'eau de roche transparente importante, il faut penser au kyste hydatique. Donc, les trois premiers signes fonctionnels qu'on a vus, c'était la toux avec son satellite, l'expectoration, et la vomique qui est une forme volumineuse de l'expectoration. On va passer maintenant. C'est bon? Vous suivez ce que je dis? C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on va passer. Là, je vous assure que la sémiologie, il faut la comprendre et l'apprendre. On est obligé. On est obligé. On ne trouve que ce qu'on recherche, on ne recherche que ce qu'on connaît. Donc, on doit les connaître. Maintenant, on va aller vers la dyspnée. La dyspnée, est-ce que quand on n'est pas malade, est-ce qu'on sent le mouvement de la respiration? Non, on respire involontairement et inconsciemment. On n'a pas l'impression de faire un effort. Les gens malades, c'est eux qui vont avoir la sensation. Vous savez, c'est horrible de sentir qu'on a l'air, pour faire rentrer l'air dans notre corps, c'est horrible de faire un effort, parce que nous, on le fait spontanément. Alors, cette respiration, il y a une inspiration, il y a une expiration. À votre avis, quel est le temps passif? On va tous respirer ensemble. Celui qui demande un effort, celui qui demande une contraction du muscle diaphragmatique, c'est l'inspiration. Après, il y a un étirement, un étirement des muscles. Cet étirement, ben, ça va relâcher, ça va aller vers le centre respiratoire et hop, tout va se relâcher. Et l'expiration est un temps passif. L'expiration est un temps passif alors que l'inspiration est un temps actif. La respiration, ça nous permet de ramener l'oxygène à la cellule et de libérer le CO2 de l'organisme. Ça sera considéré comme un déchet et on va l'expirer dans le milieu extérieur. Donc, les chemorécepteurs, maintenant, puisque c'est un arc réflexe, la respiration, chemo, ça veut dire CO2. Maintenant, nous, l'organisme, dès que le CO2 il augmente, hop, ça veut dire il faut une inspiration, on va évacuer ce CO2. Alors, ces récepteurs centraux, ils se trouvent dans le liquide céphalorachidien. Et dès qu'il y a une augmentation du CO2, ça va aller vers le centre respiratoire. Le centre respiratoire, il va déclencher l'inspiration. Ou bien, c'est des chemorécepteurs qui sont dits périphériques. Par exemple, on peut les trouver dans la carotide, corpuscule carotidien, ou bien dans le corpuscule aortique. Ils sont périphériques. Et dès qu'il y a une augmentation du CO2 et une diminution du PO2, surtout, allez, hop, ça va entraîner l'inspiration. Maintenant, il y a les récepteurs à l'étirement. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il y a une inspiration, les muscles ils vont s'étirer. Quand il y a un maximum d'étirement, il y a un signal qui est envoyé à partir des récepteurs et ça va décontracter les muscles. Donc, il y a une voie afférente, ça va toujours monter avec une voie afférente qui va aller par le biais du nerf pneumogastrique. Par le biais du nerf pneumogastrique, c'est le nerf du système sympathique, et ça va aller vers le tronc cérébral et le cortex. Très bien. Après, il y a la voie centrifuge, c'est le nerf phrémique, c'est le nerf qui énerve le diaphragme, puisqu'on a dit que l'inspiration, c'est le diaphragme qui s'étire. Et c'est lui, on peut avoir d'autres muscles accessoires quand le patient il est gêné. On peut avoir les muscles intercostaux, le sternocleidomastoïdien. C'est des muscles qui vont nous aider à la respiration, à l'inspiration quand on est malade. Très bien. Donc là, c'est un arc réflexe aussi, la dyspnée. Maintenant, difficulté ou gêne à respirer. 10, tout ce qui est 10, vous allez le voir après, ça veut dire gêne. L'apnée, c'est la respiration. Donc, on a dit que l'inspiration, c'est un temps actif, contraction du diaphragme, avec augmentation du volume de la cage thoracique par pénétration de l'air. Alors que l'expiration est un temps passif. L'élasticité, donc, le patient, il va se relâcher. Maintenant, on va décrire cette gêne respiratoire. On va la décrire. Est-ce qu'elle est
Toujours. On va commencer à apprécier. Parce que dans notre tête, on pose des questions dans notre tête pour décrire cette dyspnée, pour nous orienter vers une éventuelle maladie. Est-ce que c'est aigu? Quelques minutes d'emblée. Un enfant qui est bien et qui, d'emblée, il a une dyspnée à 2 ans. On se dit peut-être qu'il a avalé quelque chose. Même nos mères, elles vont nous dire ça. Ah, ben, il a mis quelque chose dans sa bouche, peut-être qu'il a avalé, on n'a pas vu l'épisode. Donc c'est aigu et brutal. Quand c'est infectieux, c'est aigu et brutal. Maintenant, quand c'est chronique, c'est plus insidieux. Ça prend du temps. D'accord? Et après, on va décrire. Est-ce que ça a été au moment, patient, quand il est allongé, il a cette gêne, ou bien quand il fait un effort? C'est pas la même chose. Et nous, en général, on a ce qu'on appelle des échelles. Des échelles pour mesurer cette dyspnée. Il y a l'échelle de Sadoul, il y a l'échelle de la NIHA, de la New York Heart Association, c'est celle-là. Et moi, je vais vous parler de celle avec les images. Moi, j'aime bien. L'échelle de Sadoul, regardez. Le patient, il est là. Il monte 4 étages. Il n'est pas essoufflé. Si au 4e étage, il est essoufflé, c'est normal. On est tous essoufflés à partir du 4e étage. Maintenant, il monte. Il n'arrive pas. 2e étage, il n'est pas bien, le patient. 2e étage, il est essoufflé. Là, après, s'il marche sur une pente, regardez, c'est pas plat, c'est une pente, le patient, il est essoufflé. Maintenant, s'il marche à plat, regardez à plat, et quelqu'un qui a le même âge que lui, il n'arrive pas à marcher comme lui. Donc, regardez, on est passé du stade 0, stade 1, stade 2, stade 3. Après, à plat, mais à son propre rythme, il n'y arrive pas. Donc, stade 4, cette dyspnée, elle s'aggrave. Là, regardez, il n'arrive pas à mettre ses vêtements. Regardez, là, il est bien, il n'y a pas de dyspnée, il marche, il monte 3e étage, 4e étage, il est essoufflé. C'est normal. 2e étage essoufflé, on se pose des questions. En pente, regardez, à plat, par rapport à un rythme d'une personne du même âge, la même corpulence, attention, là, lui-même, quand il porte des vêtements, ça veut dire que là, à votre avis, quel est le stade le plus grave? Le 0 ou le 5? Le 5. Très bien. Donc là, c'est la même chose. Donc nous, ça, c'est la New York Heart Association. Ça, c'est la dyspnée vue par l'association des cardiologues. Mais vous avez vu que la dyspnée, c'est un symptôme qui peut être révélé une maladie respiratoire. Et la dyspnée, elle peut se voir dans une maladie cardiaque. Quand il y a de l'anémie, on peut avoir de la dyspnée, alors que l'anémie, elle fait partie des troubles hématologiques. Donc, c'est pour cela, au début du cours, on a dit que les signes fonctionnels respiratoires, on pouvait les avoir dans plusieurs pathologies. Regardez, et ça se ressemble. La NIHA, par exemple, limitation des activités physiques. Stade 2, activité physique importante lors des efforts de la vie courante. Et stade 4, c'est au moindre effort. Maintenant, s'il y a la dyspnée, si quelqu'un il a une dyspnée, il vous dit, dès que je m'allonge, je ne suis pas bien, je suis essoufflé. Ça, c'est l'orthopnée. Ça, c'est l'orthopnée. Il faut qu'on lui rajoute des oreillers. Il y a des gens, ils vous disent, je suis allongé, dès que je me mets en position debout, j'ai cette dyspnée, c'est la platypnée. Maintenant, on va chercher, est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Par exemple, il y a des gens qui vous disent, ah, moi, dès qu'il y a le printemps, il y a le pollen, j'ai ma gêne respiratoire. Il y a des gens qui vous disent le climat, l'environnement, la cigarette. Il y a des gens qui vous disent je ne supporte pas, c'est la cigarette le tabac, et ben, va entraîner un essoufflement à la langue. Les horaires, il faut qu'on cherche, est-ce que c'est matinal, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est tout le temps? Et maintenant, on va commencer toujours, on est en train de décrire cette dyspnée. Alors, est-ce qu'elle est paroxystique, c'est-à-dire quelques minutes, quelques heures, où il y a des intervalles de respiration normales? Est-ce qu'elle dure tout le temps? On va voir, on va calculer sa fréquence. On va prendre, c'est pour cela, quand vous voyez les médecins, ils prennent leur montre et on va demander au malade de respirer calmement et on observe sa cinétique respiratoire. Si plus de 22 cycles par minute chez l'enfant, chez l'adulte, on parle de polypnée. Chez l'enfant, plus de 30 cycles par minute. Si c'est moins de 14 cycles par minute chez l'adulte, c'est que c'est une bradypnée. L'apnée, c'est qu'il ne respire plus. Le patient, il est en arrêt. On dit une apnée respiratoire. Maintenant, est-ce que cette
dyspnée, par exemple une bradypnée inspiratoire. Ça m'oriente plus, il y a un ralentissement de la rentrée d'air au cours de l'inspiration. Généralement, c'est le larynx. C'est le larynx. D'accord? Par exemple, on peut trouver dans les laryngites, l'œdème de QI quand c'est allergique, la rougeole, ça peut nous donner ça. Maintenant, la bradypnée expiratoire, ça veut dire que l'air, quand il va sortir, il est ralenti. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Généralement, on peut voir ça chez les asthmatiques. Chez les asthmatiques. Après, on va décrire aussi les dyspnées. Regardez, j'ai un schéma. Par exemple, là, c'est la dyspnée de Kussmaul. Apnée, inspiration, pause, expiration, pause. Ça, c'est quand il y a une acidose métabolique. Acidose métabolique, par exemple, acidose du diabétique. Une acidose du diabétique, il aura tendance à faire cette respiration-là. Il s'arrête, il s'arrête. Après, il reprend en 4 temps. Il y a la respiration, ça c'est dans le coma neurologique, ou bien l'acidose urémique. Regardez, il y a une apnée. Regardez, il y a une apnée, après il y a des mouvements. Mais ils sont saccadés. C'est-à-dire le patient, il respire d'une façon bruyante. Et regardez, ça commence, oh là, doucement, doucement, maximum. Après, ça décroît. Et il y a l'apnée. Il y a une apnée. Ça, c'est la dyspnée de Cheyne-Stokes. On appelle ça la dyspnée de Cheyne-Stokes. Après, il y a la dyspnée du syndrome de Pickwick. Pourquoi ce Pickwick? Parce qu'il y avait un livre qui est sorti en 1800, si je ne me trompe pas, voilà, 1887. Et j'ai mentionné le nom de l'écrivain. C'est quelqu'un qui a écrit un livre. Dans l'histoire, il y avait une personne qui était obèse. Et cette personne qui était obèse, elle s'appelait Pickwick. Elle s'appelait Pickwick. Et en mangeant, par exemple, on est en train de manger, elle dormait à table. Elle ronflait et elle dormait. Donc, ils ont gardé ce nom par rapport à ce livre et c'est Monsieur Pickwick. Et on parle de la respiration de Pickwick. C'est des gens obèses qui dorment la nuit et qui ronflent le soir. Et comment elle est leur respiration? Regardez, elle est là, regardez, elle est comme ça. C'est une inspiration, expiration, et hop, regardez, c'est de petits mouvements respiratoires, il y a une apnée. Ça, c'est la respiration de Cheyne-Stokes. Très bien. C'est bon pour la dyspnée, c'est à peu près, c'est descriptif. Je ne peux pas dire plus, mais c'est descriptif. Mais il faut les connaître. J'insiste, on est obligé de les connaître. Maintenant, on va aller vers un autre symptôme, qui est la douleur thoracique. Vous savez, la majorité des organes thoraciques, la peau, l'os, l'œsophage, ils ont des récepteurs de la douleur. Le poumon, c'est la plèvre, et le parenchyme qui est en périphérie. Le parenchyme profond, il est dépourvu de sensibilité douloureuse. Donc nous, on va commencer à décrire aussi cette douleur. On va la décrire. Et qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est une douleur qui est localisée? Ou bien au contraire, c'est une douleur qui est diffuse? Une douleur en rétrosternale, il faut penser à une étiologie cardiaque. Vous savez, le thorax ne comporte pas que les poumons. Il y a l'œsophage, il y a le cœur, il y a des nerfs, il y a de l'os, il y a de la peau, il y a de la graisse, il y a beaucoup de choses. Les douleurs latérothoraciques, ça fait plus atteinte pleuropulmonaire. D'accord? Maintenant, ça peut irradier. Par exemple, si j'ai une douleur neurogène, parce qu'il y a les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale et qui vont avoir un trajet costal. Par exemple, dans les douleurs neurogènes, elles vont irradier le long de leur trajet. On peut avoir les douleurs pleurales. Elles sont étendues en général. Par contre, les douleurs psychogènes, elles sont localisées. Et les douleurs, par exemple, il y a des douleurs, le patient, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de poignard. Ça me fait tellement mal, on dirait on m'a poignardé. Ça, c'est une description. Et c'est très important. Par exemple, quelqu'un qui, quand il me dit « Non, c'est apparu progressivement », il y a d'autres qui vont brutalement et ça me fait énormément mal. Eh bien, il faut chercher aussi la durée. Les circonstances, est-ce qu'elle a été déclenchée spontanément ou bien il y a quelque chose? D'accord? Et généralement, quand on tousse, ça augmente parfois la douleur, surtout la douleur pleurale et la douleur pariétale. Quelqu'un qui a une fracture d'une côte, il va
il va essayer de ne pas trop respirer profondément, mais avec une respiration superficielle, parce qu'il ne veut pas faire bouger cette côte qui est fracturée, qui lui fait mal. On peut maintenant, après, on va chercher, est-ce qu'il y a des signes associés, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une altération de l'état général? Est-ce qu'il n'y a pas une dyspnée associée? Est-ce qu'il n'y a pas une toux? Est-ce qu'il n'y a pas une expectoration? Est-ce qu'il n'y a pas une hémoptysie? Est-ce qu'il n'y a pas de la fièvre? Maintenant, une douleur du membre inférieur, vous allez voir après dans cardiologie, même en pneumologie, quand il y a une thrombophlébite, c'est-à-dire une inflammation d'un vaisseau, il y a d'une veine qui peut migrer vers l'artère pulmonaire et vers le poumon, elle sera à l'origine d'une embolie pulmonaire. On peut avoir, par exemple, on va chercher est-ce qu'il n'y a pas des signes digestifs associés ou bien des signes neurologiques. Et là, on va étudier, par exemple, les types de douleurs. Okay? Par exemple, il y a les douleurs de l'appareil respiratoire, il y a ceux qui sont d'origine pleurale. La plèvre, c'est ces deux feuillets qui entourent le poumon. C'est ces deux feuillets qui entourent le poumon. Normalement, ces deux feuillets glissent l'un sur l'autre, mais on peut avoir une maladie quand il y a présence d'air entre ces deux feuillets. On parle d'un épanchement pleural aérien. Là, la douleur, elle est brutale. Le patient il peut même avoir une perte de conscience à force d'une douleur très importante. Il va être angoissé. Mais après, il va s'adapter. Et la douleur, elle diminue. Et elle devient supportable. Par contre, la présence de liquide dans le liquide pleural, la douleur dépendra de la qualité du liquide. Si c'est du pu, c'est vraiment très douloureux. Maintenant, si c'est un liquide qui est sérofibrineux, la douleur, elle est progressive, elle est plus tolérée. Maintenant, si c'est du sang qui est à l'intérieur, si c'est du sang, attention, on va avoir les signes de choc, c'est-à-dire qu'il y a une perte de sang dans la cavité pleurale. Maintenant aussi, on peut trouver, parce qu'il y a des vaisseaux lymphatiques qui passent, s'il y a une rupture d'un vaisseau dans la plèvre, on parle de chylothorax. Ça, c'est la plèvre, c'est ce qui entoure le parenchyme pulmonaire. Maintenant, on va aller voir les douleurs d'origine parenchymateuse. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y a la pneumonie franche-lobaire aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une infection dans le poumon profond, dans les alvéoles, et qui va s'accompagner d'une toux, expectoration, rachement des crachats rouillés, de l'AINEC, on va avoir de la fièvre, des frissons, cliniquement on va avoir des crépitants à l'examen, et la douleur, elle est sous-mamelonnaire. Généralement, elle est décrite comme une douleur en pointe de côté. Le patient me dit, j'ai l'impression que j'ai un point de côté, j'ai une douleur comme ça, sous-mamelonnaire. À peu près, il va venir, il va mettre même sa main sous le mamelon. Il va localiser sa douleur. On peut avoir aussi l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un caillou de sang qui va boucher une artère pulmonaire ou une de ses branches. Donc, c'est une maladie vasculaire, mais qui va retentir sur l'appareil respiratoire. Et la douleur, elle est très brutale. Elle peut s'accompagner d'hémoptysie, des signes, s'il y a une thrombose du membre inférieur, par exemple, quelqu'un qui est alité, il y a stagnation du sang dans les veines, vous allez le voir au fur et à mesure, surtout en cardio, s'il y a une stagnation du vaisseau dans les veines, il y aura apparition d'un caillou de sang, ce caillou de sang peut migrer, il va aller vers les vaisseaux pulmonaires, il va les boucher, donc sur le plan pulmonaire, nous on a une douleur, il y a même, ça sera une zone qui sera donc et qui aura une douleur très importante. La douleur de l'embolie pulmonaire, elle est importante. Et on va chercher la notion d'alitement, de chirurgie, d'immobilisation. C'est des gens qui ne bougent pas beaucoup, qui nous orientent, même les antécédents thromboemboliques. Maintenant, les douleurs d'origine pariétale, c'est la paroi. Par exemple, une fracture de côte. Parce qu'il y a un traumatisme, soit il est tombé, soit il y a un coup, il a été un coup direct. Et là, elle augmente au cours de l'inspiration. Si je touche avec ma main, ça lui fait mal. Et même, on peut avoir des bleus. On a les névralgies intercostales, c'est les nerfs, on a parlé de ces nerfs qui ont un trajet intercostal. Les névralgies du nerf phrénique, on va avoir des douleurs thoraciques basses qui irradient le long du bord externe du sternum jusqu'à l'épaule. Maintenant, le zona, c'est une maladie qui est due
herpès, au virus herpès. Quand les gens, ils ont un plutôt la varicelle. Virus de la varicelle. C'est un virus, varicelle zona, qui est sans. Et dès qu'il a apparition du zona, on a des douleurs pariétales, mais on a l'impression de ces sensations de brûlure. De brûlure. Et après, il y a des lésions qui sont vésiculeuses, érythémateuses, c'est-à-dire qu'elles sont rouges, qui vont apparaître. Et ça c'est pathognomonique du sauna. On a après un autre symptôme. On est rentré dans le symptôme qui appelle l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est le rejet par la bouche au cours d'un effort de toux. Il faut qu'il y ait un effort de toux. S'il n'y a pas d'effort de toux, ce n'est pas une hémoptysie parce que ça ne provient pas du poumon profond. Et du son provenant des voies aériennes sous-glottiques. Il faudrait que j'estime, je prends, si c'est une tasse de café, à peu près moins de 100 cc par 24 heures. 7, elle est de petite abondance. Maintenant, si elle est entre 100 et 300 cc par 24 heures, c'est-à-dire un verre d'eau, c'est à peu près ça, parce que le verre d'eau, c'est à peu près 250 cc par 24 heures, elle est de moyenne abondance. Si elle est de grande abondance, vraiment, elle est importante, plus de 300 cc par 24 heures. Et là, je vais faire le diagnostic différentiel. Je vais dire, est-ce que ce n'est pas un saignement par le nez postérieur, un saignement postérieur qu'il est en train de racler? Par exemple, une gingivite, une inflammation de la gencive, et il y a du sang qui sort. Le pharynx, on peut avoir du sang qui provient du pharynx. Comment faire la différence? Il n'y a pas de tout. Dans les deux cas, il n'y a pas de tout. Maintenant, l'hématémèse, c'est un sang qui n'est pas aéré. Au contraire, il est mélangé à des aliments et mis au cours d'un effort de vomissement. Quand on parle d'hématémèse, c'est qu'il y a un effort de vomissement. D'accord? Les étiologies, on peut avoir le cancer bronchopulmonaire, on peut avoir la tuberculose, les dilatations de bronches, pneumopathie, suppuration pulmonaire, même la bronchite aiguë et chronique, ça peut être à l'origine d'hémoptysie. Traumatisme du thorax, maladie de système, les causes, elles peuvent être cardiovasculaires. Vous voyez, une hémoptysie, c'est un rejet par la bouche au cours d'un effort de toux, d'un sang rouge aéré. Mais, malgré que ça vient du poumon, mais ça peut être en rapport avec une maladie cardiovasculaire, un rétrécissement mitral, une insuffisance cardiaque gauche, une embolie pulmonaire, un angiome pulmonaire, une malformation. Ou bien, c'est des gens qui ont un trouble de la crasse sanguine. Ils ne se coagulent pas bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne coagulation de leur sang, donc ils vont perdre du sang, ils vont rejeter ce sang au cours de l'effort de toux. C'est pour ça qu'il faut leur poser la question, est-ce que vous n'avez pas une maladie du sang? Et le dernier symptôme, c'est les troubles de la voix. Troubles de la voix, une personne quand elle parle, quand elle a une voix rauque, sautrechine. Donc là, il faut penser à la tête au niveau du larynx. Par exemple, la laryngite diphtérique, des croupes. Quand quelqu'un, il parle avec une voix nasonnée, on lui dit, on dirait que tu parles de ton nez, à partir de ton nez. Donc là, c'est qu'il y a le cavum derrière. Le cavum, c'est cet espace qui est derrière le nez. Ce cavum qui est encombré. Et, par exemple, quand il y a une paralysie au niveau du voile du palais. Une voix bitonale, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a alternance d'une voix aiguë à voix grave. Ça parce qu'une des cordes vocales est paralysée. Une des cordes vocales est paralysée. Donc, en général, le patient, quand il vient en consultation de médecine générale, il peut venir pour une toux, il faut la décrire. Il faut, avec son satellite, le rechercher, l'expectoration. Il faut chercher s'il y a une douleur thoracique. Le patient, il va la signaler. Et parfois, il ne signale pas le patient. On a dit qu'on ne trouve que ce qu'on recherche et on ne recherche que ce qu'on connaît. Il faut chercher, il faut poser des questions aux malades, mais les questions doivent être dirigées. D'où l'intérêt de la sémiologie. On peut chercher la dyspnée. La dyspnée, c'est très important comme signe respiratoire. Si elle est bruyante et parlante, c'est bon, mais si elle est progressive et qui s'installe lentement, c'est à nous de la rechercher et de la stader. On peut avoir de l'hémoptysie, on peut avoir des troubles de la voix. Et on doit être intelligent, savoir rechercher, savoir poser les bonnes questions pour avoir à la fin une idée. Et en sortant des signes fonctionnels, je vais rentrer dans l'examen physique qui va renforcer ce que j'ai trouvé. Et je vais chercher un syndrome. En cherchant le syndrome, je suis en train
de trouver la maladie que porte le malade et je pourrai l'aider pour le traitement. Et je vous remercie. C'est bon? Merci, madame. Merci et bonne journée. À vous de même. Merci.